Comment réellement gagner la bataille de l'acquisition en e-commerce? Ça passe très souvent par l'optimisation de la LTV, la Lifetime Value, c'est-à-dire tout ce que va vous donner un client pendant sa durée de vie. Je parle régulièrement du ratio LTV sur CAC. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment doubler sa LTV avec un vrai plan d'action de A à Z que vous pouvez commencer à implémenter dès la fin de cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis en extérieur, je suis en déplacement justement parce que je viens de parler de ce sujet-là, donc on va pouvoir le traiter à chaud. J'ai mes notes sur le côté et c'est ce qu'on va voir tout de suite. La LTV, c'est clairement ce qui fait la différence. Et quand j'étais directeur marketing chez Tikamoon, que j'ai accompagné de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'était un des piliers centraux de ma stratégie. Depuis, avec mon agence Make Sense, le CRM et l'optimisation de la LTV, c'est au cœur aussi de notre méthode des 6 piliers et on l'a implémenté pour plus de 50 marques. C'est une méthode qui a été affinée et aujourd'hui, normalement, l'impact de la LTV n'est plus à prouver. Donc si vous êtes ici, c'est probablement que vous savez déjà que c'est important, mais vous savez peut-être pas par où commencer. Or ça, c'est très tactique, c'est vraiment au niveau de l'implémentation très fine, mais ça doit s'inscrire à chaque fois dans une stratégie qui est plus globale et c'est comme ça qu'on arrive à faire le meilleur levier. Donc déjà, s'il fallait réaffirmer pourquoi c'est important de s'occuper de la LTV au cas où vous doutez encore et vous vous demandez tiens si c'est facile je le fais, si c'est difficile je le fais pas. Non, en fait, à chaque fois il faut le faire, ne serait-ce que pour ce que je disais en introduction avec le fait que les coûts d'acquisition en e-commerce, ça a toujours vocation à augmenter, les CPC sur Google Ads, ça a triplé dans la plupart des verticales entre 2015 et 2024. Donc entre guillemets, c'est pas demain la veille que ça va s'arrêter. Le problème de ça, c'est que entre les boîtes qui gèrent bien l'optimisation de la LTV et qui vont donc générer plus de valeur par client apporté et les autres, celles qui délaissent ça et qui se concentrent plutôt sur l'acquisition et éventuellement la conversion, il va y avoir un rapport de force qui est inversé parce qu'en fait, celles qui capitalisent sur la LTV, chaque client qu'elles font rentrer dans la base vaudra plus d'argent et donc ça leur donne plus de moyens pour réinvestir. Donc la LTV c'est important, mais c'est difficile de se mettre sur une vraie stratégie sur ok, je veux augmenter ma LTV. Tout le monde veut augmenter sa LTV. Forcément, comme on dit, tout le monde veut gagner plus d'argent, tout le monde veut faire plus de chiffre d'affaires, tout le monde veut plus de rentabilité. La question c'est par où on démarre. Donc déjà le fondamental, et c'est ce qu'on remarque dans beaucoup de marques, c'est que elles ont du mal à vraiment bien appréhender cette notion de LTV. C'est quoi la LTV? Est-ce que c'est sur toute la vie d'un client et par exemple quelqu'un qui est client chez moi depuis 10 ans, je compte toutes ses commandes depuis 10 ans, ou au contraire je prends que sur une fenêtre de temps donnée, par exemple sur 12, sur 24 mois, sur 5 ans. Chacun y va de sa propre durée et il n'y a pas forcément de vrai consensus à ce niveau-là. Ce que je trouve intéressant à chaque fois, c'est que on se pose la question sur le type de produit que vous allez vendre. Si vous avez un business qui est ultra récurrent, par exemple si vous vendez des cosmétiques, des compléments alimentaires, etc., c'est pas forcément utile de remonter sur 24-36 mois. Ce qui va être intéressant, c'est quand même sur une période relativement courte, de réussir à voir comment vous allez optimiser cette LTV, mais surtout de pas mettre des chiffres assez fictifs avec finalement une volatilité qui peut apparaître au-delà de la première année, parce que c'est des achats qui sont très récurrents et souvent sur des paniers moyens qui sont plus faibles par exemple que ce que je pouvais avoir sur du mobilier. Et justement sur le mobilier, on va être sur des cycles d'achat et de réachat qui sont plus longs forcément parce que les personnes elles vont pas refaire leur intérieur tout le temps et donc vous allez avoir tendance à étendre cette fenêtre là et c'est encore plus vrai dans des secteurs comme le matelas où justement les cycles de réachat sont très longs et c'est plus les cycles de cross-sell qui vont être intéressants. Par exemple, les parents ont acheté un matelas, puis il y a l'enfant qui a besoin d'un nouveau matelas et c'est ça qui vient s'interconnecter. Donc vous voyez déjà il faut se poser la question de dans quel business j'évolue, quels sont les comportements d'achat sur ma verticale et quelle est la timeline, donc le délai que je suis prêt à accorder à ma LTV pour dire ok, ça c'est une fenêtre d'analyse qui fait sens. Parce que derrière, si vous prenez des décisions basées sur cette LTV, par exemple si vous décidez d'implémenter le ratio LTV sur CAC dont je parle régulièrement sur la chaîne dans vos stratégies d'acquisition, le problème de ça c'est que si vous prenez une LTV sur 10 ans, sur un CAC qui est instantané, ça veut dire que votre effort de trésorerie il va s'étaler sur 10 ans, donc ça fait pas forcément sens. Quand vous commencez à utiliser des ratios aussi avancés que le LTV sur CAC, qui est hyper intéressant pour se donner des avantages concurrentiels, il faut quand même rester dans la réalité et dans la réalité comptable si on veut, qui permet quand même de se dérisquer un minimum dans les décisions qu'on va prendre. Donc déjà, bien connaître ses chiffres, bien connaître son persona, les comportements d'achat sur sa verticale, on va dire que c'est sur le chemin critique de toute bonne stratégie visant à augmenter votre LTV. Donc c'est clairement la première mission à faire si vous n'avez pas tout ça au clair sur un tableau ou sur un document interne. Je sais que c'est frustrant, c'est du reporting, c'est pas forcément orienté action et pourtant toutes les actions qu'on va prendre, sinon c'est du copier-coller d'autres stratégies comme on le voit régulièrement sur des stratégies d'emailing où tout le monde a globalement la même séquence d'emailing, il n'y a aucune personnalisation à la verticale et ça n'a aucun sens parce qu'en fait vous faites du copier-coller de tout ce que font vos concurrents. Donc vous ne créez pas d'avantage concurrentiel à ce niveau-là. Admettons vous vous mettez au niveau de votre marché, ce qui est déjà très bien, on va pas se le cacher, mais vous ne créez pas un avantage à ce niveau-là. Donc ça, cette brique de reporting, elle est intéressante. Vous pouvez aussi passer par les études RFM. Donc RFM, c'est pas la station de radio, c'est récence, fréquence, montant. C'est des études qu'on fait à chaque fois qu'on prend un projet CRM
sur une entreprise, c'est de regarder, ok, quelle est la récence moyenne sur les clients, donc quelle est l'amplitude de temps entre aujourd'hui et leur dernière commande, par exemple. Ensuite, on a la fréquence, donc sur l'horizon de temps qu'on s'est donné, par exemple sur 12 ou 24 mois, combien de commandes en moyenne les clients ont passé. Donc ça, c'est pour la fréquence. Et ensuite, le montant, là, ça va être la valeur totale que les clients ont dépensé chez nous. Et ça peut être sur deux aspects, ça peut être soit en chiffre d'affaires uniquement, soit aussi d'aller regarder la marge qui a été dégagée par les commandes de ces clients-là. Et donc, une fois que vous avez tout ça, vous pouvez dresser une meilleure cartographie qui vous permet d'identifier vraiment les leviers les plus importants à aller implémenter. Oui, on va finir par parler d'emailing, de SMS ou même de courrier postal que vous allez pouvoir envoyer à vos prospects et clients, mais tout ça, ça s'inscrit dans cette stratégie globale. Parce que oui, évidemment, si vous avez les automatisations classiques dont je parlais dans ma précédente masterclass sur l'emailing avec les emails d'abandon panier, les emails de bienvenue, les emails de réachat, oui, vous allez générer du chiffre d'affaires supplémentaire. Mais est-ce que vous allez générer le plus de chiffre d'affaires possible avec ça? Pas forcément. C'est pour ça qu'en se basant sur la RFM, sur les comportements d'achat ou sur même la segmentation par univers en fonction de votre verticale, là ça va être intéressant et vous allez commencer à croiser, on va dire, la partie technique. Donc oui, toutes ces automatisations, email, SMS, print, etc. d'un côté, avec des connaissances clients, des données de marché qui sont vraiment adaptées à votre entreprise e-commerce. Et là, vous allez commencer à créer votre propre écosystème et pas juste quelque chose qui peut être copié-collé même par n'importe quel concurrent. Et donc pour quand même ponctuer ça de quelques tactiques, si vous n'avez pas vu la masterclass emailing, je vous rappelle très rapidement les 3 automatisations principales dont je parlais tout à l'heure. L'email de bienvenue, c'est ce que vous allez envoyer à des personnes qui sont pas encore forcément clientes mais qui s'inscrivent à la newsletter sur votre site, parce que si vous travaillez bien votre emailing, normalement vous avez aussi une stratégie de conversion sur les opt-in, donc le fait de capturer des inscrits sur votre site web. Là, on est à la frontière entre CRO, l'optimisation du taux de conversion, et le CRM, qui est un peu le terme fourre-tout où on remet tout ce qui touche, on va dire, aux adresses email et aux clients et prospects. Vous avez aussi ensuite l'email d'abandon panier, le grand classique, avec aussi les séquences d'abandon panier, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les personnes ont plus de mal à se décider. Il y a des études à ce propos-là. Donc, c'est hyper important de pas juste se contenter, évidemment, du mail d'abandon panier automatique de Shopify. C'est important d'avoir une vraie séquence qui peut être personnalisée à l'univers. Et là, on rejoint les connaissances marché que vous pouvez avoir. Et le dernier, le win-back, donc le réachat, c'est là où justement toute cette étude RFM, elle va faire sens parce que par univers, vous allez avoir des délais de réachat qui sont complètement différents. Et donc, c'est important de bien la travailler, cette séquence-là, pour être le plus fin possible, de pas saouler les gens, évidemment, parce que si la personne, elle a acheté un mascara il y a une semaine, vous savez que c'est un réachat par exemple tous les 30 jours et que vous envoyez dès 5 jours, 7 jours un email en disant au fait il est temps de racheter ça, ça n'a aucun sens. C'est pour ça que la plupart des outils aujourd'hui d'ailleurs, les CDP, les Customer Data Platform, elles intègrent également la notion de date de réachat prévisionnelle. Donc on va essayer d'utiliser les algorithmes pour prédire la prochaine date de réachat sur tel ou tel produit. Donc pour revenir à notre plan tactique, si on devait se donner un plan par exemple sur 30 jours avec 2 sprints de 2 semaines, la première des choses à faire ce serait de regarder ce que vous avez déjà en place actuellement. Donc par exemple toutes vos automatisations email, votre plan éditorial, votre plan commercial avec par exemple les newsletters que vous avez prévu d'envoyer, les SMS que vous avez prévu d'envoyer, etc. Et de faire cette étude RFM, donc soit sur des outils comme Klaviyo ou Splio qui par exemple vous la fournissent directement, soit en tapant directement dans votre base de données, que ce soit sur Shopify ou ailleurs, où on vient en fait avec quelques requêtes SQL, c'est assez facile aujourd'hui de sortir cette étude RFM. Et une fois qu'on a tout ça, on pose tous les ingrédients sur la table et on va s'amuser à les ranger selon une méthodologie. Donc là vous pouvez choisir, par exemple, nous on est assez fan de la méthodologie effort impact à l'agence, parce que ça vous permet vraiment de dire ok, si quelque chose est à faible effort et fort impact, forcément c'est ce qu'on va prioriser dans le deuxième sprint, donc le sprint qui est juste après l'analyse. Et si vous voulez être un peu plus granulaire dans le choix des actions que vous allez mener, vous avez la méthode ICE pour Impact, Confidence, Ease. L'impact, on retrouve, comme dans la matrice effort impact, cette notion de quelle est la puissance de ce que je vais mettre en place. Confidence, là, on va indiquer un indice de confiance. Est-ce qu'on croit à cette action ou non? Et le Ease, où on retrouve justement l'effort qu'on avait dans la première version du effort impact. Donc ça, c'est vraiment selon ce que vous préférez utiliser ou selon aussi la dynamique de l'équipe. C'est-à-dire, si vous avez une équipe qui est un peu plus conséquente, vous pouvez aussi ramener un peu plus de complexité dans ces choix-là, tout en restant à chaque fois orienté action. L'idée, c'est de déployer rapidement les premières actions. Pourquoi? Parce que c'est à chaque fois des intérêts cumulés. Vous allez collecter des données et donc au plus vite vous implémentez les actions, au plus vite vous avez cette feedback loop qui vient s'intégrer et où vous avez du feedback sur les données, donc vous pouvez prendre des nouvelles actions et ainsi de suite. Donc ça, le premier sprint, on a cette partie reporting, mais c'est pas du reporting pour le reporting. On va passer tout de suite à une étape de planification et c'est là où on crée cette roadmap justement, où on va se dire ok, en fait ça il faut le faire absolument tout de suite, ça c'est un peu moins important, ça c'est clairement pas important, on le pousse à dans 3 mois et on sait qu'en fait entre deux on va trouver des nouvelles choses, donc ce sera entre guillemets jamais fait et il faut accepter
répéter ça, c'est un jeu de 80-20 à chaque fois. Le but, c'est pas d'avoir les séquences CRM les plus belles possibles, d'avoir le plus beau programme de fidélité ou autre. Le but, c'est à chaque fois de générer le meilleur chiffre d'affaires pour l'effort qu'on va y mettre. Donc ça, c'est notre premier sprint, on va dire entre 1 et 2 semaines. Et le deuxième, là, on commence les actions, on se répartit les rôles. Et encore une fois, ça dépend énormément de la bande passante que vous allez avoir. Dans cette cartographie qu'on fait dans le premier sprint, on va mettre à plat typiquement tout ce qui est à disposition. Si vous avez un responsable CRM en interne, c'est pas du tout la même chose que si vous n'en avez pas, etc., etc. On fait vraiment à chaque fois en fonction des ressources qui sont à disposition. Et c'est là où c'est intéressant aussi de se dire, ok, est-ce que parfois il y a des ressources externes qui sont nécessaires? Par exemple, on parlait de la captation des opt-in, parce que par exemple, si on remarque que votre séquence de bienvenue, elle est énormément génératrice de chiffre d'affaires par rapport au volume qui est investi, mais que vous avez un problème de flux entrant, c'est-à-dire que vous ne captez que peu d'emails sur cette séquence-là, en fait, peut-être qu'une optimisation CRO à ce niveau-là est hyper importante et intéressante. Et on en revient aux passerelles entre les 6 piliers du e-commerce rentable dont je parle régulièrement également. Donc ça, c'est pour les bases, on va dire, c'est pour votre premier mois, et ensuite, de fil en aiguille, selon votre niveau de maturité aussi sur le CRM, vous pouvez avoir plusieurs embranchements avec par exemple la création, ou en tout cas l'émergence de clients ambassadeurs que vous allez essayer de créer, et en tout cas de les encourager à devenir des ambassadeurs de votre marque. Il y a des solutions comme MentionMe par exemple qui vous aident à faire ça. Vous pouvez avoir la création ou l'optimisation d'un programme de fidélité et ainsi de suite. Mais ça pareil, c'est des briques de complexification qui viennent à chaque fois en second plan. L'idée, c'est déjà de faire votre cartographie de ce qui marche aujourd'hui. Et s'il y avait 2 axes pour résumer ça, on va dire, il y a identifier les opportunités à côté desquelles vous passez et réduire les gaspillages, parce que peut-être que vous mettez beaucoup d'énergie, par exemple, dans des newsletters hebdomadaires ou parfois 3 newsletters par semaine, qui sont typiquement des one-shots. C'est quelque chose, vous envoyez votre newsletter une fois, vous allez éventuellement faire une relance, mais après, elle ne sert plus. Donc peut-être qu'il faut réduire. Par exemple, si vous envoyez 3 newsletters par semaine, réduisons à 1 fois par semaine et mettons plus d'énergie, par exemple, sur les automatisations. Tout ça, on le voit dans ce travail de cartographie au démarrage. Et ça, c'est typiquement le genre de cartographie qu'on dresse avec Make Sense for Digital. On a l'habitude, on l'a fait pour plus de 50 marques aujourd'hui, donc on a une bonne connaissance et des bons process à ce niveau-là. Et ça vient s'inscrire parfois dans une cartographie plus générale de tout votre scope e-commerce, qui est évidemment très lié à la LTV, puisque le e-commerce, on le sait, c'est pas juste le CRM d'un côté, l'acquisition de l'autre, la stratégie d'un autre côté, etc. C'est ce qui est à la base d'ailleurs de la méthode des 6 piliers du e-commerce rentable dont je parlais à l'instant. Et cette méthode, justement, si vous voulez aller plus loin dans l'augmentation de votre LTV, mais aussi la création d'une meilleure stratégie e-commerce qui va s'inscrire entre la stratégie, la gestion de projet et la gestion courante, et qui vous donne toutes les clés pour les prochaines évolutions que vous allez avoir à 3, 6 et 12 mois. Je vous ai résumé tous les éléments de la méthode pour que vous puissiez démarrer dès demain également. Je vous mets la vidéo tout de suite. On se retrouve très vite, en tout cas sur la chaîne Make Sense.